Le groupe numéro 1 devait étudier les mutations dans les cellules somatiques des organismes pluricellulaires et le cas des mutations délétères. Alors le premier document qui était à la disposition était un texte, c'est le document 4, page 37. Ce texte présente la différence entre une mutation qu'on appelle somatique et une mutation germinale. On retrouvait dans le texte en fait ce qu'était une mutation germinale. Donc ici on nous dit la mutation apparaît dans les cellules non reproductrices, mutation somatique. Elle provoque l'apparition de cellules mutantes identiques qui toutes descendent de la cellule qui a subi la mutation initiale. Cette population de cellules identiques s'appelle un clone. Autrement dit, une mutation a lieu dans une cellule mère, et puis ce qui va se passer, c'est que cette mutation va être transmise aux deux cellules filles, puisque la cellule mère se sera divisée par mitose, et on a vu dans le chapitre précédent que la mitose permet le maintien du programme génétique. Donc s'il y a une mutation génétique, elle va être transmise aux cellules filles. Le document suivant était le document 4, page 265. Il s'agit d'un extrait d'un texte paru par l'Institut national du cancer. Et en fait, il présente les étapes du cancer et les traitements. Alors, dans ce document, on pouvait voir que la première phase en fait du cancer, c'était une modification du métabolisme de certaines cellules. Puis ensuite, que cette cellule, donc la cellule cancéreuse apparaît vraiment et elle commence à se multiplier de façon incontrôlée. Ensuite, on nous dit que ça va former une tumeur. Donc la tumeur, elle est constituée de ces cellules qui se multiplient de façon incontrôlée. La tumeur, elle va grossir, elle va envahir les tissus voisins. Et donc quand elle envahit les tissus voisins, on dit que la tumeur est maligne. Et ensuite, on nous dit qu'il y a des métastases qui se forment. Alors pour comprendre un peu mieux ce que sont les métastases, il y avait le document 2, page 264. Donc le document 2, page 264 est une vue en coupe du tronc d'un patient qui est atteint d'un cancer à un stade très avancé. Donc c'est une vue, ce sont des imageries par résonance magnétique. On voit en fait que la circulation du sang est modifiée au niveau du lobe du foie, enfin au niveau de la partie droite du corps, et on observe ici donc les structures qui sont rouges en fait, qui sont appelées des métastases. En fait, on nous dit que à ce stade, des cellules cancéreuses sont devenues capables de gagner la circulation sanguine et elles seront stoppées au niveau de fins capillaires où elles formeront de nouvelles tumeurs appelées métastases qui sont en rouge ici sur le cliché. Donc les métastases, ce sont des groupes de cellules en fait qui se sont divisées de manière incontrôlée, qui se sont déplacées dans le corps et qui donc se développent à un endroit différent de l'endroit initial de la première tumeur. Le document 7, page 265, nous présente des propriétés de cellules normales et de cellules cancéreuses métastasiques en culture. Alors, on repère donc pour la première colonne les cellules normales, deuxième colonne cellules cancéreuses métastasiques, et on s'aperçoit qu'en fait, la division est indéfinie dans une boîte de culture pour les cellules cancéreuses métastasiques, pas pour les autres. On s'aperçoit que les cellules cancéreuses ont perdu leur capacité à stopper leur division au contact de cellules voisines, donc ce sont des cellules qui se multiplient sans arrêt, et puis elles ont en plus une capacité à migrer dans les tissus après injection à une souris. Donc effectivement on voit que ces cellules cancéreuses sont vraiment différentes des cellules de base. Le document 7, page 267, nous donne des informations sur la façon dont le cancer se développe. Alors, les choses qui étaient importantes à retenir dans ce texte, c'était que le point de départ d'un cancer, c'est une modification du génome qui survient dans une cellule somatique. Donc, cellule somatique, c'est une cellule qui n'est pas reproductrice. Et donc, il y a au départ une mutation. Et il doit y avoir une mutation qui porte sur de nombreux gènes. Et ensuite, on nous dit que pour que cette cellule devienne cancéreuse, elle doit en plus, suite à une accumulation de mutations, elle doit contourner les systèmes de régulation qui permettent en fait de réguler les mutations. Autrement dit, c'est des cellules qui sont mutées et qui ne peuvent plus se réparer. Alors, le document suivant est un graphique, donc c'est le document 1, page 266. Il représente les résultats d'une expérience de transgénèse. Donc transgénèse, c'est le transfert d'un gène d'une espèce à une autre. On nous dit que dans 50% des cancers humains, les deux allèles d'un gène qui s'appelle P53 sont inactivés par une mutation. Donc a priori, le gène P53, lorsqu'il est modifié, il entraîne, il
va y avoir des cancers. Donc des chercheurs ont introduit dans le génome de souris une copie supplémentaire du gène P53 et ils ont ensuite étudié la sensibilité de ces souris super P53 à un agent cancérigène. Donc en bleu, vous avez la courbe qui représente le pourcentage de souris survivantes et ne développant pas de tumeur en fonction du temps, sachant que le temps représente le nombre de semaines après le traitement par un agent cancérigène, c'est-à-dire un agent qui va développer des cancers. Alors que la souris rouge présente donc les souris témoins, donc la courbe bleue, c'est la souris super P53, c'est-à-dire à qui on a intégré un gène P53 supplémentaire à ce qu'il avait initialement, et puis souris témoin a simplement son gène P53 d'origine. Et en fait, on s'aperçoit que globalement, au bout d'à peu près 12 semaines de traitement par un agent cancérigène, eh bien, les cellules des souris témoins, on développe des cancers. Et donc on a de plus en plus de cancers, en fait, puisqu'on a de moins en moins de souris survivantes et qui ne développent pas de tumeurs, alors que les souris super P53, elles, semblent protégées, semblent développer beaucoup moins de tumeurs. Donc ça veut dire que le gène P53, a priori, il est impliqué dans la suppression des tumeurs, c'est-à-dire dans le fait qu'on n'ait pas de tumeurs. Le document 2, page 266, présentait les effets de l'exposition de cellules en culture à des doses croissantes d'UV. Donc on a ici le pourcentage de cellules mourantes en fonction ici des doses d'UV qui sont représentées en joules par mètre carré. Et on a ici l'expression des protéines. Alors, on nous dit que la protéine va s'exprimer d'autant plus, donc elle est d'autant plus présente dans le corps que la bande noire est intense. Donc si on regarde globalement pour une dose d'ultraviolet faible, on va avoir peu d'expression de protéines P53 ou P21 ou P53R2 et peu de cellules mourantes. Par contre, si la dose d'UV augmente, eh bien on s'aperçoit qu'évidemment le taux de pourcentage de cellules mourantes va augmenter. Cependant, il augmente très rapidement, entre 20 et 30 joules par mètre carré. Et si on regarde l'expression des protéines, on s'aperçoit que la protéine P21 elle s'exprime beaucoup lorsque la dose d'ultraviolet est de 20 joules par mètre carré. Et s'exprime beaucoup moins lorsque la dose est de 30 joules par mètre carré. On peut donc, alors la protéine P53 s'exprime également à partir d'une dose d'UV moyenne. Et la protéine P53R2, elle, suit le même chemin que la protéine P21, c'est-à-dire s'exprime lorsque la dose d'UV est moyenne et puis ensuite ne s'exprime plus. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la protéine P21, P53R2 ont l'air d'intervenir pour limiter en fait le pourcentage de cellules mourantes et lorsqu'elles ne s'expriment plus, eh bien on a le pourcentage de cellules mourantes qui augmente. Ce qui voudrait dire que ces protéines P53, P21 et P53R2 pourraient intervenir dans l'inhibition du cancer, dans le blocage du cancer. Alors le document suivant, le document 3, page 266, présente le contrôle du cycle cellulaire. Alors on nous indique plusieurs informations dans le texte. D'abord qu'en fin de phase G1, donc que l'on voit ici, eh bien il y a un point de contrôle du cycle cellulaire. Donc il y a un point de contrôle et la cellule va en fait stopper sa division s'il y a une lésion de l'ADN. On nous dit aussi que quand le génome est endommagé par des lésions, eh bien la protéine P53 va induire la transcription du gène P21, qui n'est pas représenté sur le schéma, qui empêche la cellule de franchir le point de contrôle et celle du gène P53R2 qui code une protéine de réparation de l'ADN. Donc si on regarde bien dans le cas normal, donc on va avoir une lésion de l'ADN qui est réparable, la protéine P53 qui va s'exprimer et qui va entraîner le blocage de la cellule au point de contrôle, donc la cellule ne se multiplie pas. Puis il va y avoir l'expression d'une protéine, la P53R2, qui va entraîner la réparation de l'ADN et lorsque l'ADN est réparé, bien la cellule va à nouveau franchir le point de contrôle et va entrer en phase de multiplication cellulaire. Si par contre les lésions de l'ADN ne sont pas réparables, donc la protéine P53 s'exprime toujours et va bloquer la division de la cellule. Et dans ces cas-là, eh bien la cellule va mourir. Donc il y a en fait un blocage du cycle cellulaire. Donc on comprend bien ici que la protéine P53 va permettre donc de contrôler le cycle cellulaire avec la protéine P53R2 qui va réparer l'ADN et puis dans le texte on nous dit aussi que la protéine P21 va intervenir. Si je fais le lien entre ces deux, en fait, les deux documents 2 et 3, page 266, permettent de comprendre qu'en fait la protéine P53, P21 et P53R2 entrent dans le contrôle du cycle cellulaire et que donc s'il y a une mutation sur l'une de ces protéines, le cycle cellulaire n'est plus contrôlé et les cellules vont se multiplier de façon incontrôlée, vont donc former un cancer. Le logiciel Anagen permettait de comparer la séquence de nucléotides du gène P53, donc qui est représentée ici, la séquence de nucléotides, donc en haut,
Et puis ensuite, des protéines P53 qui ont subi une mutation. Donc il y a différents types de mutations. Et en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, par exemple au niveau du nucléotide 523, je pense, vous avez ici donc une cytosine qui a été remplacée par une guanine ou bien par une adénine. Vous avez également pour le quatrième type de mutation, vous avez au niveau du gène 735, du nucléotide 735, une thymine qui est venue à la place d'une guanine. Donc ce sont bien des mutations qui vont entraîner le dysfonctionnement de cette protéine P53. Pour résumer, voici le schéma. Lorsque l'ADN est altéré, par exemple, par un agent mutagène, c'est-à-dire par une substance qui va entraîner des mutations, eh bien, la protéine P53 qui était inactive va s'activer. Cette protéine P53 qui est activée va entraîner l'activation de d'autres gènes qui vont, eux, entraîner la fabrication de facteurs de contrôle du cycle cellulaire. Donc, lorsque P53 est activé, P53R2 s'active et l'ADN est réparé. P21 va bloquer la cellule en phase G1 et une autre protéine, la protéine Bax, c'était pas donné dans les documents, va entraîner la mort cellulaire, c'est-à-dire l'apoptose. Donc, autrement dit, dans un cas classique, eh bien, lorsque l'ADN est altéré, la cellule va mourir si elle ne peut pas être réparée. Dans le cas maintenant d'un cancer, donc dans 50% des cas de cancer, on a une protéine P53 qui est mutée. La partie à gauche, là, elle est un petit peu hors sujet. Donc on a une protéine qui est mutée. Dans ces cas-là, on a la protéine P53R2 qui ne peut pas être exprimée et on a des mutations répétées qui interviennent puisque l'ADN n'est pas réparé. La protéine P21 ne s'exprime pas et donc la cellule ne stoppe pas sa multiplication cellulaire en cas de mutation, donc elle se multiplie de manière incontrôlée. Et puis enfin, la protéine Bax n'est pas non plus exprimée, donc la cellule, il y a une faute de frappe ici, donc la cellule devient immortelle. On a tout à fait ici donc l'origine de la cancérisation.